quels sont nos axes et comment nous fonctionner pour que juste que vous ayez une idée de cette association qui est là pour vous accompagner. Qui est cette association? Donc aujourd'hui, nous trois, on est membres de cette association et c'est l'association des coachs consultants professionnels. Notre mission principale dans le cadre de cette association, c'est de contribuer à travers nos réflexions, mais aussi nos actions à une meilleure prise en compte du coaching professionnel au Maroc. Le coaching qui se veut une discipline humaine. Donc, on est plus orienté vers l'individu, on est plus orienté vers l'homme et on mène des réflexions et on mène des actions qui vont en fait en parallèle avec cette mission-là et cette vocation que nous nous sommes donnés. Nous sommes organisés au sein de l'ACCP en cercles. Donc, nous avons 5 cercles et aujourd'hui, nous vous accueillons dans le cadre du cercle solidaire. Un cercle solidaire où nous nous engageons dans ce qui est le plus cher à nous tous. Aider, accompagner, faciliter et se rendre utile pour tous les plus nécessiteux en termes d'accompagnement. Donc, dans le cadre de nos cercles solidaires, nous accompagnons les étudiants, nous accompagnons les élèves, nous accompagnons les chercheurs d'emploi dans leur quête de premier job, mais nous accompagnons aussi les entreprises débutantes, les auto-entrepreneurs, si je peux le dire ainsi. Donc, sans plus tarder, au nom de tous les membres de l'association des coachs consultants professionnels, je vous demande déjà, je vous souhaite les bienvenus à tous, à toutes et à tous. Et je souhaite la bienvenue à mesdames Asma Riyad et Fatem Zahra Al-Khsassi, qui seront vos coachs consultants experts, spécialistes RH et qui vont éclairer, on va dire, vos lanternes en termes de cette thématique d'aujourd'hui, qui est la rédaction et l'élaboration de son CV. Comment vous allez le faire? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en considération lorsque j'élabore, je construis mon CV et comment je dois travailler sur ma posture au moment de la conduite de mes entretiens. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec vous le programme. Voilà. Donc, notre programme d'aujourd'hui, nous aurons un premier atelier animé par Madame Asma Riyad, où vous allez découvrir un petit peu cet aspect de construction de CV du côté de l'employeur et du côté du candidat. On consolidera par la suite, Asma, elle consolidera à travers un atelier ou un cas pratique de correction de CV en plein air. Le deuxième atelier sera l'idée par Fatem Zahra, Madame Fatem Zahra Al-Khsassi. Et là, c'est l'atelier posture. Donc là, on est sur l'atelier posture et comment réussir mon premier entretien d'embauche ou mon premier entretien avec un employeur. Nous dédierons à la fin de ces 2 ateliers 30 minutes de questions de débat pour répondre à vos questions
et apporter des éclaircissements à quelques notions ou à quelques questions qui vous tourmentent. Donc, la parole est à toi, Asma. Vas-y. Merci. C'est bon, vous voyez? Oui, c'est parfait. C'est parfait? Parfait, alors, oui, parfait. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Asma Riyad. Je suis fondatrice du cabinet Solog. Et donc, l'émission consiste à faire du recrutement, du conseil RH. Et je suis, comme elle a dit Houda, également coach consultante. Alors, je tiens tout d'abord à vous féliciter, vous, futurs lauréats, ingénieurs de l'ENSEM, pour ce beau parcours universitaire. Et je vous souhaite également une belle carrière riche en évolution et en expérience positive. Je remercie vivement l'ENSEM Alumni, le forum, d'avoir organisé cet événement avec la CCP, l'Association des coachs consultants. Et je remercie particulièrement notre présidente Hafeda Msbahi pour ces belles actions qu'elle nous offre à chaque fois et qui vont permettre justement aujourd'hui de partager, de vivre avec vous, les jeunes ingénieurs, vos premiers élans dans le monde professionnel. Alors aujourd'hui, en ce qui me concerne, comme elle a dit Houda, je vais partager avec vous comment structurer un CV et comment donner du souffle à ce CV pour un premier emploi. Avant de démarrer, donc je souhaite partager donc un sommaire bref qui évoque les éléments suivants. Donc, pourquoi établit-on un CV? Les grandes étapes de votre vie dans un CV. Comment établir un CV pour un premier emploi? La forme du CV, le contenu d'un CV qui va se démarquer sur le marché de travail actuel. Et nous terminons par une conclusion avec un échange tous ensemble. Alors, d'abord et avant toute chose, pour préparer un CV, vous aurez besoin d'une offre d'emploi, donc une offre de travail d'un employeur. Cette offre de travail que vous allez rencontrer, elle émane bien sûr d'un certain nombre de besoins. Un besoin du côté de l'employeur, qui va être, dont l'origine serait soit la création d'un poste, soit un remplacement, c'est-à-dire un remplacement d'un employé qui est partant, ou une restructuration, c'est-à-dire une réorganisation au sein de l'entreprise, ou également une croissance, donc soit des filiales, soit des… Donc, pour décider du poste à pourvoir au sein d'une entreprise, il y a tout un travail à faire en amont, où on établit ce qu'on appelle un canevas dans lequel on appelle la fiche de poste. Donc, dans ce canevas, il y a la mission du poste, c'est-à-dire la mission de la nouvelle recrue, qu'est-ce qu'elle va faire, ses activités, ses responsabilités et ses relations internes et externes. De votre côté, vous candidats, jeunes ingénieurs, donc pour établir un CV, vous devez absolument veiller à mettre en valeur vos principales compétences et expériences ou stages et privilégier bien sûr les compétences les plus récentes en premier. Pensez également aux compétences que le recruteur serait susceptible de rechercher pour ce poste et essayez de les retranscrire dans les différentes sections du CV. Alors, l'information principale, elle est très importante. Elle doit être mise en valeur dans votre CV. Parce que le recruteur, quand il reçoit d'abord des centaines de CV, et il a un moment très court pour la lecture, donc c'est très bref. Sachez aussi que lorsque vous postulez pour des multinationales ou des grandes structures, peut-être, vous aurez à faire un traitement de CV par des algorithmes. Donc, essayez de faire paraître dans votre CV les meilleures informations qui vous concernent.
les grandes étapes de votre vie dans un CV. Donc, vous aurez en général à faire deux formats de CV. Donc, en début de carrière, celle qui vous intéresse, et après avoir acquis quelques années d'expérience. Donc, au début de carrière, votre CV, il sera structuré en trois grandes parties. Donc, l'information personnelle, le contact, photo, vos coordonnées, l'adresse, téléphone, mail. Attention, attention à ce que votre adresse soit bonne, votre téléphone et votre mail soient actifs. La plupart des CV que nous rencontrons, pas la plupart, mais il y en a beaucoup dans lesquels on n'arrive pas à joindre les candidats. Faites attention, une erreur dans l'adresse mail, une erreur dans un numéro de téléphone, c'est une mauvaise chose pour votre recherche d'emploi. La deuxième partie concerne bien sûr les formations, les connaissances, les systèmes, les méthodes que vous avez appris à l'ENSEM, donc ce que vous savez, votre formation théorique. Et la troisième grande partie du CV, ça va être les stages, tous les stages que vous avez effectués en entreprise, détaillés avec les périodes, la durée, etc. Après avoir acquis donc quelques années d'expérience, par exemple 1 an, 2 ans, vous serez amené à étoffer votre CV, bien sûr. La même chose, la même structure, donc vous aurez l'information personnelle, contact, s'il y a des changements de contact. Par la suite, la deuxième étape sera l'expérience professionnelle, les compétences professionnelles que vous aurez acquises dans cette entreprise, c'est-à-dire votre expérience réelle, et enfin, les formations et les certifications que vous aurez rajoutées pendant cette vie commune avec l'entreprise, vos certifications, etc. Sachez que le recruteur passe 5 à 15 secondes dans la lecture d'un CV. Comment faire donc la différence? Comment établir un CV pour un premier emploi? Donc, d'abord, laissez transparaître une première bonne impression, c'est-à-dire un CV clair, transparent, structuré. Montrez qui l'on est réellement, qui vous êtes. Soyez bref, direct et précis. Faire une démonstration de vos compétences professionnelles, vos atouts. Vous avez des compétences techniques, mettez-les en avant. Mettez également vos compétences personnelles, c'est-à-dire tout ce que vous savez faire ou vous avez appris au sein de vos stages, vos aptitudes, par exemple à la communication, vos aptitudes au management. Tout ceci, ce sont des éléments importants dans votre CV qui fera de vous la différence avec les autres. Et bien sûr, insistez sur votre parcours académique et les formations que vous avez réalisées. Alors, la forme du CV. Pour un premier emploi, un CV doit donner envie d'être lu en général. Et pour un premier emploi, c'est encore plus important. Il doit tenir sur une page, pas plus. Être écrit avec une police classique, Arial ou Times, encore 11 ou 12, sur fond blanc. Évitez d'avoir trop de couleurs, trop de logos, ou d'icônes ou dessins. Soyez simple. Il faut que le CV soit simple dans la lecture. Attention, surtout aux fautes d'orthographe. Faites relire votre CV par un proche ou par un professionnel. Alors, comment vous pouvez vous démarquer sur le marché de travail actuel? Donc, effectivement, nous sommes dans une période de crise. Le Covid, effectivement, a posé un problème. Le marché de l'emploi est en stagnation. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'emploi. Moi, j'estime que qui cherche, trouve. Et tout travail de recherche portera ses fruits. Alors, la première étape pour constituer un CV, la recherche. Prenez le temps de rafraîchir vos connaissances. Portez une attention particulière aux tendances actuelles et aux perspectives futures. Vous êtes dans un secteur, vous êtes dans un domaine, dans un métier, approfondissez vos connaissances. Lisez, cherchez, essayez d'avancer. Vous avez une formation, l'ENSEM vous apporte certes une excellente formation, mais qui reste quand même théorique. Essayez de trouver autre chose qui pourra étoffer plus votre CV. Renseignez-vous sur les orientations de l'entreprise en consultant son énoncé. Par exemple, quand vous avez une entreprise qui
pose un poste, essayez de savoir ce qu'elle fait, son énoncé, ses missions, ses récents communiqués. Vous avez une mine d'or qui est Google, vous avez de la chance parce que nous, on n'en avait pas. Essayez de chercher, creuser sur l'entreprise, ça ne peut que vous faire du bien, aussi bien pour votre CV que lors de votre entretien. Donc, imaginez que vous cherchez un poste d'ingénieur en mécanique, renseignez-vous sur le marché, les prochaines avancées, les logiciels utilisés, comment l'entreprise, par exemple, comment sa technologie se positionne, etc. Ensuite, la deuxième étape, l'introspection. Alors, vous allez me dire que vient faire l'introspection dans la rédaction d'un CV, dans la rédaction d'un CV. Elle est importante donc parce qu'elle vous permet de réfléchir sur ce qui vous vient à l'esprit et ce que vous pouvez mettre en avant. C'est-à-dire prendre 15 minutes ou 20 minutes pour penser sérieusement à vos motivations, à ce que vous voulez retirer de cet emploi, hormis le salaire. Quand vous postulez, essayez de postuler pour ce qui vous intéresse. C'est très important. Ne postulez pas dans n'importe quelle entreprise. Essayez de réfléchir sur ce que vous aimeriez faire dans l'avenir. C'est très important. Et c'est dans cette voie-là que vous pourrez vous améliorer et construire énormément. Vous aimez la métallurgie, essayez de viser la métallurgie. Vous aimez l'aéronautique, essayez de viser l'aéronautique. Interrogez-vous sur votre intérêt pour le poste en fonction de vos valeurs professionnelles. Lorsque vous vous imaginez dans le poste, quelle force, quelles compétences vous voyez vous mettre à profit? Où pourrait-il vous mener à long terme? Comment vous voyez-vous grandir? Donc, tous ces éléments-là sont très importants. L'accroche, la troisième étape. Alors, l'accroche, vous avez fait vos recherches, c'est excellent, donc c'est le temps d'écrire. Il n'est pas nécessaire d'écrire de grands mots dans un CV, mais simplement démontrer quelle est l'adéquation qui existe entre votre profil et le poste qui est énoncé. Donc, revenez à vos recherches et à ce que vous avez découvert dans votre introspection. Parmi les forces et les compétences que vous avez recensées, lesquelles ont un lien avec ce que vous avez trouvé comme information sur l'entreprise. Donc, finalement, l'accroche qui est la grande phrase qui est au début du CV, elle émane du lien, elle est un lien plutôt qui émane de votre réflexion sur vos recherches et votre introspection. Par exemple, ingénieur en mécanique ayant une connaissance approfondie de tel logiciel. Par exemple, si vous visez une entreprise qui essaie d'être performante en matière de logiciel. Ou par exemple, ingénieur en mécanique, passionné de mécanique, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour l'aéronautique, si vous visez une entreprise dans l'aéronautique. Donc, essayez d'orienter votre CV par rapport à l'employeur. Les expériences, les compétences et les études. Donc, partir d'un CV général rédigé ou copié et coller son expérience et les compétences avec l'approche personnalisée, c'est une bonne chose, mais est-ce que vraiment elle rehaussera l'efficacité de votre CV? Donc, revenir à vos recherches et à votre introspection. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous accompli ou perfectionné dans vos stages antérieurs qui font de vous un candidat différent? Peut-être avez-vous relevé un défi qui vous a permis de développer votre agilité, votre adaptation au changement. N'oubliez pas que nous sommes dans une ère de changement, de transformation, et ça, c'est des choses très importantes actuellement. Vous avez peut-être réalisé une mission particulière qui a élargi votre perspective sur l'industrie, ou encore avez-vous acquis des compétences spécialisées en assumant des responsabilités de gestion au-delà des fonctions prévues par le poste. Vous pourriez indiquer, par exemple, les marchés dans lesquels vous avez travaillé, les protocoles informatiques auxquels vous avez touché, les défis que vous avez rencontrés, les délais serrés auxquels vous avez pu atteindre ou respecter. Donc, parler de ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est les compétences personnelles qui sont très en vogue actuellement, qui sont très recherchées
par les entreprises. Les recruteurs s'y intéressent de plus en plus car elles définissent votre capacité à vous intégrer et à vous épanouir au sein de votre poste ou au sein d'une équipe. Vous lisez soft skills, vous allez trouver les 10 compétences personnelles les plus demandées. Donc, essayez de choisir une, deux, pas plus. Donc, essayez de les mettre en valeur dans votre CV. Mais choisissez celles qui vous conviennent. Uniquement celles qui vous conviennent. Donc, l'entreprise, elle veut le meilleur des deux mondes. Alors, elle veut une personne compétente, mais elle veut aussi la personnalité la plus adaptée. Ça, c'est très important. Le recruteur, il va essayer de deviner votre capacité d'adaptation, votre réaction en situation de crise, votre leadership, mais aussi si l'entreprise peut vous faire pleinement confiance. Ça, c'est très important. Elle recommande de vous préparer, donc elle va vous adresser donc un rendez-vous pour un entretien d'embauche que nous verrons avec Fatem Zahra. Et prévoyez donc un exemple de situation sous pression où vous avez atteint vos objectifs ou encore une situation dans laquelle vous avez réussi à insuffler quelque chose de nouveau au sein de l'équipe lors de votre stage. Et ça c'est des choses qui restent dans l'esprit du recruteur. Alors, la mise en page. Pour quelqu'un qui parcourt un CV, une bonne accroche des compétences et l'expérience qui correspondent au profil recherché, comme on l'a dit, iront beaucoup plus loin qu'une présentation à la mode. Dans un CV, il n'y a pas de mode. Le mot d'ordre est ici simplicité. Votre CV sûrement sera imprimé en noir et blanc, c'est ce que je fais moi aussi. Donc, s'il est en couleur, en noir et blanc imprimé, il sera illisible. Une police noire sur fond blanc est toujours un très bon choix. La structure du contenu idéal, donc coordonné en haut, la belle accroche, l'expérience professionnelle, vos études, vos formations complémentaires, vos compétences personnelles et professionnelles. Bravo, donc vous avez terminé votre CV, ça a demandé du temps, mais vous l'avez fini. Donc enregistrez-le en format toujours PDF, parce que souvent je reçois des CV qui ne sont pas en format PDF et que je n'arrive pas à ouvrir. Et malheureusement, on ne peut pas contacter des centaines de CV pour leur dire attention, le CV ne s'ouvre pas. Donc, faites attention aussi à cela. Alors, les 5 erreurs à éviter en conclusion. Pour un premier emploi, votre CV fait plus d'une page. Évitez cela parce que vous allez mettre trop de choses et votre CV sera difficile à lire. Alors, vous n'avez pas révisé votre CV ni votre lettre de présentation, votre lettre de motivation, si elle est demandée. Donc, vous n'avez pas pris la peine de vous relire. Le recruteur, il considère que c'est une négligence. Donc, est-ce que vous voulez donner cette première impression à votre recruteur? Vous avez fait un portrait trop subjectif. Prouvez que c'est vrai. Alors, vous vous êtes présenté comme ayant d'excellentes aptitudes en communication écrite et orale, excellent esprit d'équipe, travailleur acharné, axé sur les résultats, minutieux. C'est beaucoup. Le recruteur n'est pas dupe. Vous n'avez pas adapté votre CV au poste, comme on a dit. Recherche, introspection. Un CV standard et basique, bon, c'est cool, hein? Il va rester là. Vous avez exagéré au sujet de votre travail ou de votre réalisation. Attention, le jour de l'entretien. Quelle est votre crédibilité? Là, ça ne marche pas. Donc, je terminerai par dire que personnaliser un CV, effectivement, peut sembler pénible quand vous postulez à plusieurs emplois, mais soyez assurés que c'est du temps bien investi. En fait, en présentant un CV générique, vous donnez l'impression d'avoir soumis votre candidature à l'aveuglette, ce qui n'est pas bon, et que vous réduisez du même vos chances d'être convoqué pour un entretien d'embauche. Donc, je terminerai absolument, et faites attention à cette phrase, de votre CV dépend la première et bien souvent la seule impression qu'un employeur aura de vous.
Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que je pu expliciter sur la structure de votre CV. Donc, je suis là pour la dernière demi-heure à échanger avec vous et à voir ce qu'on pourra améliorer. Merci encore. Merci Asma. Merci. Merci Asma. Merci. Merci de votre écoute. On va juste arrêter la présentation, Asma, comme ça je... Oui. Voilà. Et le bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatem Zahra Al-Khsassi. Je suis heureuse et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci aux organisateurs de cette rencontre. Merci aussi à Alumni. Je suis ravie de représenter mon association ACCP pour vous accompagner aujourd'hui et pour vous proposer quelques astuces pour réussir un entretien d'embauche. Alors, je vais juste partager. Très bien, et on démarre. Donc, alors vous avez préparé votre CV, tout est bon, vous avez suivi les conseils de Asma. Maintenant, vous avez été contacté par un recruteur pour passer un entretien. C'est la joie. Vous êtes heureux et il va falloir se préparer. Donc, passer aux choses, on va dire, peut-être un peu sérieuses et se préparer. Donc, comment réussir mon entretien d'embauche ou mon entretien pour lequel que je passe pour obtenir un stage. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est, on va faire qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que je peux faire avant un entretien, pendant, et aussi après un entretien. Tout ce que je peux faire pour réussir mon entretien. Puis après, il y a l'histoire du track, parce que c'est une question qui revient très souvent, donc j'en fais quoi? Et puis après, si rien ne marche, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, avant l'entretien, comment se préparer? Donc, pour faire la transition avec ce qu'a dit Asma, donc la première des choses, c'est mon CV. Quand je prépare un entretien, c'est encore, ou plutôt, je suis encore invitée à regarder mon CV, à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai mis tout ce qui me représente? Est-ce qu'il y a tout ce que je suis? Je donne à titre d'exemple, par exemple, il y en a qui vont mettre comme loisir voyager, alors que je suis quelqu'un qui n'aime pas voyager, qui peut être casanier, mais par contre, oui, je n'ai pas voyagé, mais peut-être que j'aime lire, j'aime cuisiner, j'aime développer des applications. Donc, il faut mettre ce qu'on est et ne pas suivre une tendance actuelle, une tendance sur ce qui se passe actuellement, mais vraiment, mon CV doit être ce que je suis. Pourquoi? Vous allez me poser peut-être la question pourquoi? Parce que tout simplement, un recruteur, c'est tout ce qu'il a pour vous poser des questions, pour vous connaître, pour échanger avec vous justement lors de cet entretien. Et si vous mettez quelque chose qui ne vous représente pas et donc qui n'est pas vrai, il va finir par s'en apercevoir. Après, la deuxième chose, quand j'ai bien maîtrisé mon parcours, mon CV, j'ai bien mis tout ce que je suis, on passe à l'entreprise pour laquelle je vais passer l'entretien. C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Quel secteur? Combien de sites? Au Maroc ou ailleurs? Est-ce que c'est une entreprise internationale? Est-ce qu'elle est marocaine? Etc., etc. Je me renseigne pourquoi? D'abord, parce qu'il se peut qu'il y ait des questions en lien avec l'entreprise. Je cite par exemple les valeurs. Souvent, les valeurs sont une question qui revient et le recruteur, il cherche en fait ces valeurs chez ce candidat. Donc, il essaie de voir est-ce qu'il a l'esprit d'équipe, est-ce qu'il a l'esprit de l'innovation, etc., etc. Et puis après, il va falloir préparer mon entretien et s'y entraîner. S'y entraîner, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va revenir tout au long de cette présentation. La préparation, c'est une des clés et c'est une des clés principales
pour réussir un entretien. Ce qui veut dire qu'un entretien, il se prépare. Et donc, avant l'entretien, encore, qu'est-ce que je peux faire? Je peux anticiper certaines questions. Comme par exemple, un recruteur, il vous posera la question « Présentez-vous ». Parlez-nous un peu plus de vous. J'ai votre CV devant moi, mais dites-moi encore un peu plus. La question, elle peut être différente, mais c'est toujours la même. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. Vos motivations. Pourquoi ce poste vous intéresse? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi un stage chez cette entreprise ou dans ce domaine bien particulier? Quels sont vos points forts? C'est une des questions aussi qui revient. Quels sont vos points forts? Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur vous? Qu'est-ce que les autres pourront dire sur vous? Alors, il y a aussi les points d'amélioration. Les points d'amélioration parce qu'on sait, et le recruteur aussi le sait, personne n'est parfaite. Et voilà, en fonction de vos objectifs, de vos motivations, de ce que vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer en vous pour pouvoir réussir, pour pouvoir, comment dirais-je, évoluer et avoir un plan de carrière bien déterminé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Pourquoi vous choisir vous? Vous voyez, certaines questions peuvent être posées de différentes façons, mais ça veut dire toujours la même chose, donc on peut les anticiper. Qu'est-ce que vous connaissez sur notre entreprise? Voilà, et là, il va surtout essayer de voir est-ce que vous connaissez l'entreprise, est-ce que vous êtes là juste par hasard, est-ce que vous étiez à côté et voilà, vous êtes dit, tiens, je vais passer quand même un entretien, ou vous avez pris la peine quand même de se renseigner, de voir qui est cette entreprise, voilà, en quoi elle est leader ou pas, qu'est-ce qu'elle compte faire, sa stratégie, sa dernière communication institutionnelle, qu'est-ce qu'elle représente. Voilà, quel est votre projet professionnel? Ou encore, qu'est-ce que vous souhaitez être dans 5 ans, dans 10 ans? Et donc, pendant l'entretien, ce que j'essaie de faire, tout d'abord, c'est d'être à l'heure. Alors, pourquoi être à l'heure? Pourquoi c'est important d'être à l'heure? Qu'est-ce que ça dégage? Qu'est-ce que ça fait comprendre à l'autre qui est le recruteur? Tout simplement, c'est que vous êtes une personne professionnelle sur qui il peut compter et qui respecte les personnes. En fait, c'est un respect aussi envers ces personnes-là qui vont vous rencontrer. Alors, il y a autre chose, si j'ose dire, on va le voir peut-être par la suite, c'est que des fois, il vaudrait mieux peut-être être avant l'heure, ne serait-ce qu'à côté de l'entreprise, dans un café à côté ou voilà, quelque part à côté. Pourquoi? Juste pour éviter le stress du transport, le tramway qui a mis du temps à venir, l'embouteillage, etc. Donc, ou plutôt, ça peut même être une chose aussi bête, ben, je ne connais pas l'adresse, je ne sais pas où ça se trouve. C'est au niveau, par exemple, c'est au niveau de la, comment on appelle ça, d'une zone industrielle. Et donc, je ne connais pas, je ne sais pas où ça se trouve exactement. Et du coup, il va falloir que je cherche. Voilà. Alors, une tenue adaptée au métier. Alors, la tenue, elle doit être sobre et soignée, en accord avec l'image et les valeurs de l'entreprise. Ça ne sert à rien, par exemple, pour les filles, de venir avec des talons. Avec des talons, si par exemple, vous n'êtes pas à l'aise en talons, ce n'est pas la peine de les mettre. Il vaut mieux privilégier un demi-talon ou une ballerine. Pour les hommes, pour les garçons, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas à l'aise en costume. Essayez de mettre un pantalon habillé, que ce ne soit pas un jean. La cravate, pas trop serrée, essayez d'être à l'aise. Voilà, adaptez votre tenue. Alors, il y a autre chose, c'est que la tenue, elle doit être adaptée aux valeurs de l'entreprise. Alors, je m'explique. Vous ne pouvez pas aller chez une start-up, passer un entretien, d'accord? Alors que et vous allez partir avec un costume, une cravate. Ils vont croire, alors pour le recruteur de cette start-up, il va croire que vous n'êtes pas in, que vous n'êtes pas flexible, que vous êtes coincé. De l'autre côté,
on ne peut pas aller chez une banque, par exemple, pour passer un entretien avec une tenue décontractée, très décontractée. Il va falloir, une banque, par exemple, c'est un pantalon habillé ou un costume cravate. Voilà, donc il faut adapter la tenue au métier et aux valeurs de l'entreprise. Et on privilégie une tenue sobre et soignée, en accord avec l'image de l'entreprise. Alors, il y a aussi l'attitude. L'attitude, c'est quelque chose qu'on va revenir aussi, c'est qu'elle doit être engageante, agile, proactive. Il faut aussi essayer d'avoir un discours qui est très synthétique, illustrer des exemples. Voilà, je sais travailler sur tel logiciel. D'ailleurs, j'ai travaillé sur ce logiciel lors de cette expérience, etc. Et voilà comment on a fait, voilà ce qu'on a développé, etc. Et donc, ce que je peux faire aussi durant mon entretien, c'est montrer de l'intérêt à cette entreprise et aussi de la curiosité. Ça veut dire quoi? Tout simplement, l'entretien, c'est un échange, c'est un moment d'échange. Le recruteur, il n'est pas là juste pour poser des questions. Merci, au revoir. Non. Vous pouvez, vous aussi, poser des questions. Alors, pourquoi poser des questions? Déjà, pour la question de curiosité que je viens de citer. Donc, on montre de l'intérêt, on montre qu'on est curieux, etc. Mais aussi pour comprendre, là où je mets les pieds, de quoi il s'agit exactement. C'est quoi la mission? Dans quelle organisation? Comment ils sont organisés? Quel est le lien avec ce département à lequel appartient ce poste et un autre département qui fait partie de la même direction? Qui fait quoi? Qu'est-ce qui est attendu? Voilà, si je suis face à un recruteur, plutôt je veux dire RH, je pose la question, le processus, il prend combien de temps? Est-ce que je dois m'attendre à des tests? Est-ce que je dois m'attendre à un autre entretien RH ou un autre entretien métier, etc. Voilà, et autre chose, c'est qu'il faut soigner la posture, mon verbal et mon non-verbal. Le verbal, c'est que je fais attention à mon langage. Je n'utilise pas un langage très familier. Je n'utilise pas le tu, sauf s'il m'est permis d'utiliser le tu. Je n'appelle pas l'autre personne par son prénom, mais par monsieur et le nom ou madame et le nom, sauf là encore, si c'est le recruteur ou la personne qui est en face de vous qui vous dit on va s'appeler par notre prénom, on peut se tutoyer, etc. Alors, pour le non-verbal, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est quelque chose à laquelle aussi qu'il faut faire très attention lors d'un entretien. Je fais attention à mon comportement et aux formules de politesse. Alors oui, il faut être poli. J'espère que vous l'êtes. Maintenant, quand je dis faire attention à mon comportement et à mes formules de politesse, pas uniquement quand je suis face au recruteur. C'est une fois je mets les pieds dans l'entreprise. Ça commence par l'hôtesse de l'accueil, l'agent de sécurité qui va me donner un badge pour entrer, les personnes que je vais croiser dans le couloir. Je dis bonjour, je dis merci, je dis au revoir, etc. Et aussi, si j'ai eu le temps, et plutôt si j'ai corrigé mon CV, je l'ai actualisé par une expérience où voilà, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que je suis, je l'ai modifié. J'actualise mon CV, je le ramène avec moi, je l'imprime, je le ramène, je dis voilà, j'ai actualisé mon CV et je remets le CV actualisé au recruteur. Alors, après l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Après l'entretien, il est idéal de faire un bilan, et un bilan qui soit objectif sur mon entretien. Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que j'ai raté? Ou qu'est-ce que j'aurais mieux fait? Ou qu'est-ce que je devrais améliorer pour le prochain entretien? C'est toujours intéressant, bien sûr, avec bienveillance envers soi-même. Voilà, j'insiste dessus. Puis après, j'envoie un mail au recruteur pour le remercier et pour marquer encore une fois, à nouveau, mon intérêt pour le poste et l'entreprise. C'est toujours apprécié de faire ces démarches. Ça reflète un côté professionnel, ça reflète un côté, on va dire, un
un comportemental, on va dire, ou un geste qui est positif, en tout cas en votre faveur. Et qui aussi marque l'intérêt. Pour nous, un candidat qui envoie un mail de remerciement pour dire juste merci, c'était intéressant et j'ai beaucoup apprécié l'échange. Et le poste, en effet, ou plutôt l'entretien, n'a fait que me conforter sur le choix du poste et de l'entreprise. Ça va en fait rassurer tout le monde. Et puis après, je laisse le temps à mon recruteur ou plutôt avant de le relancer. Donc, un processus de recrutement, en général, il va prendre entre une semaine, 10 jours, sauf si j'ai la date exacte où j'ai posé la question lors de mon entretien, combien de temps ça va prendre et je peux être contactée après combien de temps. Là aussi, je laisse cette période passer et j'envoie un petit mail pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est du nouveau par rapport à ma candidature. Donc, je vais revenir au non-verbal. Comment améliorer ma communication non-verbale? Donc, tout d'abord, il va falloir que je me relaxe avant l'entretien et me relâcher mentalement. Puis après, il va falloir structurer mon discours. Et ça, c'est vraiment la préparation. C'est pour ça que je vais y insister. Je ne sais pas si vous écoutez de la musique. Non, c'est bon. Donc, structurer mon discours. Et le choix de l'image, là, n'est pas par hasard. Regardez quand c'est structuré, bah, ça se défile tout seul, vous voyez. Après, il y a autre chose. Il y a lors de l'entretien, bah, j'essaye d'activer mon écoute. Donc, l'écoute active, elle est très appréciée. Elle vous permettra de percevoir la réaction de votre interlocuteur et donc adapter votre discours. Un recruteur, par exemple, qui a envie de vous poser une question, ça se voit. Et donc, soit vous lui dites, est-ce que vous avez une autre question ou voilà, j'essaie de réduire mon discours de sorte à laisser l'occasion à mon recruteur de poser sa question. Et maintenant, il y a autre chose, c'est qu'il faut fixer le regard. Fixer le regard, ça veut dire que j'essaye de balayer le jury avec les yeux, de regarder tout le monde, pas uniquement la personne qui a posé la question. Alors, mon trac, j'en fais quoi? C'est une des questions qui revient très, très souvent. Qu'est-ce que je fais en cas de trac? Mais tout d'abord, c'est quoi le trac? Le trac n'est rien de plus qu'une manifestation ponctuelle et brutale d'un sentiment de stress. Donc, vous n'êtes pas à l'aise par rapport à quelque chose, vous avez peur de quelque chose. Ça se reflète par des symptômes très, très diversifiés, mais qui ont peut-être le même, en commun la même chose, c'est que c'est souvent désagréable. Donc, soit c'est une transpiration abondante, soit l'estomac noué, soit la gorge serrée, etc. Ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de symptômes. Chacun manifeste en fait son stress différemment. Mais en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une peur. Et donc, que craignez-vous? De quoi avez-vous peur? En général, ce ressenti, il est lié à 3 types de craintes. C'est soit que j'ai peur de ne pas être à la hauteur et donc paraître incompétent et rater du coup mon entretien, soit être mal jugé par le recruteur et donc subir un regard qui est négatif, ou sinon être ennuyeux et donc ne pas intéresser mon recruteur. Donc c'est un jugement. Et l'idée que je vous propose, c'est d'inverser mon jugement. Au lieu de ne pas être à la hauteur, et paraître incompétent et rater mon entretien, qu'est-ce que j'ai comme compétences qui font que, quelles sont les compétences que j'ai déjà? Si un recruteur m'a contacté pour un entretien, c'est qu'il y a une raison. C'est que dans mon parcours, sur mon CV, il y a quelque chose qui a attiré son attention. C'est soit ma spécialité, soit mon dernier stage, soit les langues que je maîtrise, etc., etc. Donc, il y a certainement des compétences que j'ai déjà. Alors, être mal jugé par le recruteur.
ou subir un regard qui est négatif. Tout simplement, posez-vous la question, comment on pourrait contester ce que vous n'avez pas encore dit? Vous n'avez pas encore passé l'entretien, vous n'avez pas encore rencontré cet entretien. Comment vous savez que le regard, il est négatif? Et aussi, il y a autre chose, c'est que je crains être ennuyeux ou ennuyeuse et ne pas intéresser mon recruteur. Eh bien, sachez que la solution, dans ce cas-là, bien précis, ne dépend que de vous. Il faut être enthousiaste, il faut montrer que vous êtes passionné, que vous êtes motivé, que vous aimez ce que vous allez faire et que vous savez ce que vous voulez faire. Alors, pour vaincre un trac, la meilleure façon est d'être bien préparé. Je crois que s'il y a une chose à retenir de tout ça, de comment réussir un entretien, ça va être vraiment la préparation, la répétition. Donc, je répète, je me répète, je me fais filmer, je m'enregistre, je corrige ce qu'il y a à corriger, je retire les mots qui ne me correspondent pas ou qui passent mal. Et je refais et je répète. Ça peut être devant quelqu'un de la famille, un frère ou une sœur, ça peut être avec un ami, un collègue. En tout cas, je me répète, je regarde ma vidéo, j'écoute mon enregistrement et voilà, et je corrige. Alors, et des fois, ça peut ne pas marcher. Des fois, un travail sur soi pourrait être nécessaire pour pouvoir en fait dépasser certains blocages et gagner en confiance en soi. Et dans ce cas-là, il va falloir demander de l'aide tout simplement, demander à être accompagné parce que ça ne sert à rien de rester dans ces idées négatives alors que c'est un petit déblocage à faire, des petits réajustements qui vont vous permettre de décrocher votre premier poste ou votre stage. Donc, je crois que c'est quelque chose, c'est une pratique qui se fait aujourd'hui dans d'autres pays, en Europe notamment. Au Maroc, je crois que c'est quelque chose qui est en cours de développement. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont conscients que l'accompagnement, le coaching peut aider dans ce genre de cas, aider pour vaincre son stress, son trac, pour gagner en confiance en soi, pour ne pas rester focalisé sur le regard négatif de l'autre, etc., etc. Et à travers l'association des coachs consultants professionnels, on a tout un réseau de coachs qui pourraient vous accompagner. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à nous contacter au cas où vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre votre objectif. Voilà, merci. Et voilà, on est là pour vous et je vous remercie en fait pour cette invitation. Merci beaucoup Fatem Zahra, merci pour cette belle présentation et ce beau échange. Merci Asma. Merci à vous. Merci Fatem Zahra. Merci à vous. Gouda, si tu le permets, on a un CV à corriger, à revoir. Oui, je te donne la parole tout de suite, Asma. Ok. Parfait. Alors, juste un peu pour reprendre un peu ce qui a été dit de la part de nos coachs consultantes, expertes, spécialistes RH. Votre CV, notez-le bien, votre CV, c'est votre image de marque. C'est votre histoire et c'est l'histoire que vous souhaitez partager, que vous souhaitez raconter à vos recruteurs. Donc, soignez votre histoire, soignez votre CV, soignez votre posture, faites valoir vos capacités. Et quand on parle de capacités, on parle des soft skills. Que ça soit Asma ou que ça soit Fatem Zahra, elles ont toutes les deux fait le focus sur ces soft skills qui sont devenus aujourd'hui dans le monde du travail des compétences nécessaires à avoir. C'est des compétences qui vont vous permettre de faire cette différence et de raconter la meilleure version de vous-même.
préparez, que ça soit votre CV, donc conscientisez, faites votre introspection pour pouvoir dire, pour pouvoir choisir le chemin que vous souhaitez donner à votre carrière professionnelle, mais préparez aussi avant de rencontrer vos recruteurs. Visualisez et basez-vous sur cette technique que l'on appelle dans le monde du coaching la visualisation. Visualisez-vous dans la situation la plus positive avant de partir pour vos entretiens que ce soit de recrutement ou vos entretiens de stage. Et au moment où vous allez sentir un peu ces blocages, ces idées noires qui vont venir pour vous tourmenter un petit peu l'esprit et vous bloquer face à vos interlocuteurs, fermez les yeux et essayez de remémorer un peu cette visualisation positive que vous avez faite. Et le tour est joué, vous êtes armé pour mener en fait vos entretiens. Donc, avant de partir à notre troisième temps, qui est dédié aux questions-réponses, pour apporter plus de réponses à vos questions. J'ai vu qu'il y a énormément de questions de la part des étudiants. Donc, je vais donner la parole à Asma pour qu'elle parcours avec vous la correction d'un CV. Comme ça, vous avez, parce qu'on a parlé d'une correction, d'un cas pratique de correction de CV. Donc, on va voir un peu, vous allez avoir l'œil de l'experte sur la correction d'un CV. Et on donnera la parole pour pouvoir diriger les questions-réponses des étudiants. Voilà, à toi, Asma. Ok, merci. Vous voyez? Voilà, donc on a un CV. Donc on a un CV de Oubani Fatem Zahra, sur lequel on va travailler ensemble, et donc on va voir un petit peu quel changement on peut apporter. D'abord, donc déjà le CV est clair, bonne lecture. Cependant, il y a quelque chose, moi, par rapport à la forme qui m'embête, c'est que le CV est en vertical. Donc là, quand je lis le CV, j'ai du mal à me focaliser sur les formations, sur l'expérience. Donc, j'ai beaucoup d'informations en même temps sur la même ligne. Si c'est possible, Fatem Zahra, si tu peux, je ne sais pas si elle est avec nous, si tu peux faire un CV beaucoup plus structuré dans le sens en ligne alignée, horizontale et non pas verticale. C'est-à-dire une photo tout en haut, votre adresse, vos coordonnées, votre accroche, et donc tout en ligne horizontale, expérience professionnelle, projet, organisation, compétences, pour que le lecteur puisse aller de ligne en ligne sans être perturbé par des choses à droite, à gauche. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la chose. Il y a ça, il y a aussi la photo. La photo est très grande. Réduisez la photo. Évitez les couleurs, noir et blanc, parce que sur papier, là je l'ai imprimé, je me retrouve avec du gris, du noir, une couleur entre les deux, mais ça c'est pas bon. Noir, blanc. Aussi l'accroche, développez plus votre accroche. Essayez de réfléchir, l'introspection, réfléchir à ce que vous voulez faire, quel secteur vous voulez cibler, et orienter cette accroche vers les postes que vous voulez avoir. Le contact, évitez les petits dessins, icônes, enveloppes, téléphone. Téléphone, on sait que c'est le téléphone, l'adresse, on sait que c'est une adresse. LinkedIn, pas besoin, donc parce qu'il y a le téléphone, il y a l'adresse mail.
Ensuite, en ce qui concerne les langues à réduire, langue natale, bon, ça ne sert à rien. À mon avis, tout le monde sait qu'on parle donc arabe. À dire, bon, mais c'est pas nécessaire. Placer plutôt, par exemple, anglais, français dans la même ligne, courant, et espagnol, connaissance améliorée ou autre. Les centres d'intérêt, évitez absolument de faire sport, auto-formation, lecture, voyage. Bon, ça, le recruteur n'est pas intéressé par ça. Donc, des centres d'intérêt beaucoup plus professionnels ou universitaires sont plus palpables, plus intéressants. Aussi, à ce que je vois, compétences managériales, gestion de projet, entrepreneuriat, management de projet, management transversal, je ne comprends pas. Donc, essayez de parler plus de compétences personnelles, comme je vous l'ai dit, essayez de chercher sur Google les soft skills et essayez d'orienter plus votre CV sur ça, avec peut-être une petite touche au niveau de l'accroche aussi. Les logos, il y a des gens qui acceptent. Moi, je n'aime pas beaucoup les logos dans les CV, donc si vous voulez mettre des logos, pas beaucoup, parce que voilà, regardez, là, ça sert un petit peu la ligne. Il y a un logo à côté de la phrase, et là, ça me perturbe, moi, déjà, dans la lecture. Donc, essayez de laisser une simple écriture d'entreprise, de stage, éviter les logos, les choses inutiles. Il y a aussi, je voulais parler, aussi par rapport aux acronymes, il y a des choses que je ne comprends pas, comme for, 9, on ramp. Si vous pouvez expliquer un petit peu avec un français simple, parce que Madame Riyad, il n'y a pas que... Madame Riyad, je m'excuse oui, pour la... Mais il y a une petite coupure de son. On n'arrive pas à vous entendre clairement. oui. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, vous m'avez... Ça fait longtemps ou c'est juste là maintenant? Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. Non, pas longtemps du tout. Merci. J'en ai fini. Si c'est juste un problème de connexion, Asma, éteins la caméra, désactive la caméra. Comme ça, le focus, il sera sur le son. D'accord. Alors, où est-ce qu'elle est la caméra? Elle est partie. La voilà. J'arrive pas à avoir la caméra. Bizarre. Mais on t'entend, Asma. Vas-y, si ça coupe. Bon C'est bon, c'est fait. C'est bon? Parfait. Quand est-ce que ça s'est arrêté à peu près? Les acronymes. Oui, les acronymes, voilà. Donc, les acronymes, par rapport aux recruteurs, il n'y a pas que des spécialisés il n'y a pas que des ingénieurs qui vont lire votre CV, mais il y a aussi des RH. Donc, les RH, ils ne sont pas du métier. Donc, si vous pouvez expliciter, ça va leur permettre aussi d'orienter mieux votre CV par rapport aux demandes qu'ils ont. Voilà, donc, je pense avoir fait un petit tour par rapport au CV de Fatem Zahra. Il me semble que c'est ce que je voulais dire. Mais sinon, au niveau tout ce qui est expérience professionnelle, c'est bien écrit. Il me semble qu'il n'y a pas de faute d'orthographe pour l'instant. Tout est bon. Évitez de je suis une élève ingénieur, uniquement ingénieur en dernière année ou en mécanique. Donc, évitez le je suis pour laisser aussi de l'espace dans le CV, pour que le CV puisse respirer, qu'il soit oxygéné. D'accord? Alors, si tu permets, Asma, il y a aussi une petite erreur en fait fréquente, des fois qui revient, qu'on trouve d'ailleurs sur le profil LinkedIn et sur des CV, c'est que la personne, elle parle d'elle-même en utilisant le il ou le elle. Il est ingénieur, alors que la personne parle d'elle-même. C'est à éviter, justement. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent ces derniers temps. Mais c'est à éviter. Je suis. S'il va falloir, par exemple, sur LinkedIn,
je suis ceci et cela, etc. Il ou elle, on ne parle pas de soi en utilisant la troisième personne du singulier. Parfait. Merci beaucoup, Fatem Zara. Merci beaucoup, Asma. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Alors, Ahlam, je pense qu'on est arrivé à notre troisième partie de ce webinaire. Et donc là, on ouvre le débat, on ouvre la foire aux questions pour répondre aux questions des étudiants. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de Hamza, je pense, c'est ça? Oui, afin de passer vers la fin je pense qu'il y a un écho. Oui. Donc, afin de passer vers la phase de questions-réponses, j'aimerais céder la parole à M. Lotfi Hamza, responsable de la cellule conférence et débat. Donc, Hamza va modérer la phase. Et en attendant vos questions, merci. Merci, Ahlam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Hamza. Je remercie chaleureusement pour ce partage et cet échange d'informations. Madame Houda, Madame Fatem Zahra et Madame Asma. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous avez prodigué et donné en termes de conseils, remarques et renseignements. Nous avons vraiment besoin de ce genre de formation et d'éclaircissement pour mieux augmenter l'élève ingénieur et l'initier aussi aux nouvelles astuces. C'était vraiment enrichissant et intéressant. Et on passe maintenant à la troisième étape, c'est la partie que dire le public. Et je commence par la première question de M. Zakaria Aboulinsa. Souvent, il a dit souvent, les recruteurs posent la question suivante. Pourquoi vous et pas les autres? Oui. Répondre à ce genre de questions. Alors, j'ai reformulé Fatem Zara. Alors, que répondre à un recruteur tel que toi, hein? Oui. Quelle réponse tu aimerais recevoir de la part d'un étudiant à cette question-là? Pourquoi vous et pas les autres? Alors, en fait, pourquoi vous et pas les autres? C'est une question en fait qu'on pose justement pour donner l'occasion aux candidats de nous donner ce qui le caractérise le plus. Justement, en quoi il se voit le meilleur ou quelle est la chose qu'il maîtrise, etc. Donc, ce n'est pas une question piège, c'est une vraie question. Et on demande en fait aux candidats, là, ce qu'ils devraient répondre, c'est tout simplement d'être vrai, tout d'abord, donc ne pas en faire trop. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je maîtrise ce que je suis, je sais ce que je suis capable de faire, je connais mes compétences, je sais sur quoi je peux travailler. Donc, j'ai eu mon échange avec le recruteur, il m'a parlé du poste, de ce qu'ils attendent, etc. Et je sais exactement là où je peux intervenir. Il va me dire, je dirais le truc le plus simple. On demande, en fait, dans le poste, la personne, elle va échanger avec les États-Unis ou avec l'Angleterre, etc. Je dis, voilà, moi, je suis quelqu'un qui maîtrise couramment l'anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Une. Deux, vous voulez développer une application, ben, je suis quelqu'un qui a déjà fait ça. Ça ne va pas être la première fois. Donc, je rassure mon interlocuteur sur un certain nombre de choses qui sont demandées par le recruteur, demandées, exigées dans le poste. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. L'essentiel, c'est d'être vrai et d'être précis. Je vais exactement droit au but. Vous cherchez ceci, ben, je l'ai. La maîtrise de l'anglais, je maîtrise l'anglais. Une application, j'ai déjà lancé une application. L'esprit d'équipe, j'ai déjà, par exemple, je ne sais pas, dans le cadre de mes études, j'ai travaillé sur un projet, on était 5 personnes, je me suis occupée de cette partie-là et on a mis en place telle ou telle chose. Donc, soyez attentifs à ce qui est attendu pour pouvoir répondre à cette question. Voilà. Si Asma voudrait rajouter quelque chose.
J'espère que je vous ai rassuré et que vous n'allez plus avoir peur de cette question, parce qu'elle est très simple. Et au contraire, c'est vraiment, on vous tend la main pour vous dire, allez-y, défendez-vous, vous avez une chance de vous défendre et de vous démarquer par rapport aux autres. Parfait. Merci Fatem Zahra. Merci. Et on a une autre question de M. Francelin. Il a dit comment gérer son stress devant le recruteur. Alors, je vais peut-être répondre parce que j'ai traité cette question. La question, pardon, c'est comment gérer son stress. Comment gérer son stress face au recruteur? Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est la respiration. Je fais attention à ma respiration quand je suis devant mon recruteur. Quand je sens qu'il y a certains symptômes, on va dire, qui commencent à se voir, que je commence à sentir, j'essaye de regarder ma respiration, comment je respire. Souvent, la respiration, elle va trop vite. J'essaye de revenir à une respiration normale. Et cette concentration sur la respiration lors de l'entretien, croyez-moi, elle vous prendra juste quelques secondes. Et une fois régularisée, vous allez voir que la transpiration, le fait je ne sais pas, l'estomac noué, etc., ça commence à disparaître. Donc, une des techniques, on va dire, pour gérer son stress lors d'un entretien, c'est bien ça. Je sais que je fais attention à ma respiration. Autre chose, je fais attention à tout ce qui est gestuel. Est-ce que j'ai une jambe qui bouge trop? Est-ce que, donc j'essaie de calmer mon physique, on va dire. J'essaie de le calmer. Et à ce moment-là, quand vous allez maîtriser votre respiration, quand le corps va se calmer, ma jambe ne bouge plus, etc., je vais commencer à sentir moins mon stress. Et autre chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est normal d'avoir le stress. C'est tout à fait normal. Même Gadimer, quand il monte sur scène, les premières secondes, ça compte et il est stressé, même s'il est sur scène 36 000 fois à l'année. C'est tout à fait normal. Prenez le temps de respirer, de se concentrer et de dire que ça va passer. Et puis après, concentrez-vous sur la question du recruteur. Et lâchez prise. Oui, surtout ça, Fatem Zahra. Exact. Pardon? C'est surtout ça, lâcher prise, exactement. Ah, oui. C'est important. Merci Fatem Zahra. Surtout rester naturel. Considérez que cet échange, c'est un échange tout simple. N'attendez rien en retour. Et c'est comme ça que ça va marcher. C'est au moment où vous allez vous détendre, vous allez être naturel, c'est là où que ça va marcher et que le recruteur va apprécier votre profil. Merci Asma. Merci. Hamza, on passe à la troisième question. Oui, on a une question de Mademoiselle Selma. Elle a dit, pour la question, présentez-vous, quels sont les points exacts qu'on doit citer? D'accord. Fatem Zahra. Oui, alors présentez-vous ou parlez-nous un peu plus de vous. C'est une des questions qui revient, on va dire, systématiquement. Alors, c'est très simple. On revient à l'étape avant l'entretien. Quand je me suis préparée, je vous ai dit tout à l'heure qu'il va falloir s'entraîner à cette question et l'anticiper. Donc, si je l'anticipe, c'est que je devrais être capable, lors de l'entretien, de citer ce que je suis. Qu'est-ce que je vais dire par contre? Je choisis, parce que pour parler de soi, là, il faut des journées et des journées. Mais pour mon recruteur, je dis ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il cherche. Parce que je sais déjà l'entreprise, je sais pourquoi je suis là, pour quel poste. Donc, je parle de mon parcours, de ma formation très brièvement, de mes certifications aussi, si j'ai fait un certificat ou autre. Et puis après, mon stage, par exemple, mon stage de fin d'études, j'essaie de détailler sur quoi j'ai travaillé, quelle était ma valeur ajoutée, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une question, en fait, parmi les techniques, justement, pour cette question, c'est que ce que je vous conseille, c'est d'écrire la réponse. Avant l'entretien, j'écris la réponse avec « Bonjour,
Je me présente, je suis Fatem Zahra Al-Khsassi, j'ai tel âge, je ne vais pas vous dire mon âge, hein. J'ai tel âge, j'ai tel âge, je suis diplômée de telle école, j'écris, mais vraiment j'écris mot par mot. Et après, je me relis, je vire ce que j'ai à virer, je rajoute ce que j'aimerais rajouter, et puis je m'entraîne, je répète, je m'enregistre, j'écoute l'audio, je regarde la vidéo, etc. Puis après, croyez-moi, ça va devenir une question tout à fait normale et vous allez même exceller en cette réponse et peut-être même répondre avec d'une façon plus avec, je sais pas, avec d'autres mots. Vous allez vous étonner de ce qui pourrait venir par la suite. Moi, je trouve qu'il y a une petite chose, quand on se présente, à chaque fois, le candidat stressé fait automatiquement cette erreur-là. Quand on dit présentez-vous, devant le recruteur en face à face qui dit je suis Asma Riyad, le recruteur sait que c'est Asma Riyad, parce qu'il a un CV. Donc, passez outre, dites directement je suis ingénieur en, ça fait plus professionnel. Donc, l'autre manière, ça fait élève, ça fait autre chose. Donc, passez, dites directement je suis un ingénieur en. Il connaît votre nom, il connaît le nom sur le CV, donc pas besoin de le répéter. D'accord, Asma. Ok, parfait. On passe à une autre question. Oui. On a une question de mademoiselle Kauchar Gamra. Elle a dit, à cause de la pandémie, certains étudiants n'ont pas pu effectuer leur stage. Alors, comment jouer sur ce point-là pour attirer l'attention du recruteur? Écoutez, la crise du Covid, elle est connue pour tous. Effectivement, beaucoup d'entreprises n'ont pas pris de stage, c'est normal. Donc, le recruteur, il sait ce qui se passe. Donc, il est conscient de la situation. Donc, ça, c'est pas une erreur de la part du candidat. Donc, c'est une situation, c'est mondial, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, c'est normal que les candidats n'ont pas pu passer leur stage, comme d'autres n'ont pas pu passer des formations. C'est une période particulière. Donc, il n'y a pas de crainte par rapport à ça. Je pense que le recruteur est assez conscient de la situation. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous avez effectué lors de cette période-là, mettez-la en avant. Par exemple, vous avez suivi une formation, une certification, vous avez développé quelque chose pour une entreprise, même si c'est pas dans le cadre peut-être que c'est gratuit ou pas, peut-être pas dans le cadre de vos études, mais c'est quelque chose en votre faveur pour tel ou tel poste. Vous pouvez le mentionner sur votre CV et en parler lors de votre entretien. Parfait. Merci Fatem Zahra, merci Asma. Il y a une autre question de Soumia, une question concernant les points faibles. Et il a dit comment répondre à cette question. Asma? Les points faibles du candidat? Oui, du candidat. Bah, écoutez, soyez naturel sans aller trop loin. Soyez naturel, vous pouvez dire voilà mon point faible, mais j'essaye de m'améliorer. Je fais tout pour améliorer les choses. À chaque fois que ça m'arrive, j'essaye de dépasser. Donc, essayez toujours de positiver la chose négative. Vous êtes dans un esprit où vous êtes dans… vous vous adaptez à la situation. Donc, à chaque fois que ça vous arrive, peut-être c'est un défaut, mais je fais ça et ça et ça. Ok, d'accord. Fatem Zahra, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Juste soyez naturel, comme ça a été déjà dit. Ne pas en faire trop, parce qu'il y en a il y a par exemple, je suis perfectionniste. Attention, faites quand même attention à ce genre de choses. Soyez naturel. On a tous des défauts. Les connaître, c'est déjà très très bien, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et comme a dit Asma, dire voici mon défaut, mais voilà ce que je suis en train de faire et de mener pour y remédier, c'est aussi préférable. C'est très bien. Parfait, merci. Une autre question, Hamza? Oui, une question de Hanan. Et elle a dit comment peut-on négocier le salaire?
Vas-y, Asma. Comment négocier un salaire? Comment négocier un salaire? Ça, c'est un souci, ça. Mais écoutez, vous pouvez d'abord écouter le recruteur. Qu'est-ce qu'on vous propose? Ne venez jamais dès le départ et dire moi je veux tant et tant, parce que ça ne va pas marcher. Le recruteur va mal le prendre. Donc essayez d'écouter le recruteur, de voir ce qu'il propose, et à partir de ça, vous pouvez négocier en donnant des arguments qui font que il est nécessaire que vous ayez un petit plus, ou si vraiment vous êtes plus ou moins dans la marge de ce qu'on vous propose. Mais si vous êtes très loin, ça c'est autre chose. D'accord. Et je pense aussi, Asma, qu'il va falloir se benchmarker par rapport à ce qu'il y a sur le marché de travail, les niveaux de salaire, surtout pour les nouveaux étudiants qui sont sortis d'école. Je pense qu'il y a des grilles, qu'il y a des benchmarks qui se font et qu'on peut retrouver juste pour que vous puissiez vous situer dans telle ou telle fourchette. Après, au moment où vous êtes en face de votre recruteur, où vous êtes en train de négocier, qu'il n'y ait pas en fait justement ce décalage dont tu as parlé, Asma. On est sur une fourchette, on va essayer de négocier dans le cadre de cette fourchette-là, entre le minimum et le max. Après, c'est les compétences de négociation de chacun qui vont faire la différence. Alors, je rajouterai juste une chose, surtout pour les sorties d'école. En général, et chez les multinationales, il y a une grille de salaire. Donc, quand on vous pose la question sur vos prétentions, demandez est-ce qu'il y a une grille de salaire. Si oui, et si le poste vous intéresse vraiment, vous pouvez même dire que vous êtes prêt à vous aligner à cette grille. Alors, s'il n'y a pas de grille, on insiste pour avoir des prétentions salariales, essayez de donner une fourchette. Le minimum que vous souhaitez toucher, ou que vous êtes prêt à accepter pour prendre ce poste, et un maximum. Comme ça, vous laissez la marge de négociation à votre recruteur. Il y a aussi une autre question que moi, personnellement, je pose. Je dis, par exemple, quelqu'un qui me dit 12 000 dirhams. Je lui dis, est-ce qu'en dessous, ce n'est pas la peine de vous contacter? Il y en a qui me disent oui. Oui, effectivement, si c'est pas 12 000, si c'est moins de 12 000, ce n'est même pas la peine de me contacter, même si je suis retenue. Il y en a qui vont me dire, non, 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 ça reste négociable. Je suis prêt ou prête à discuter. Donc, gardez cette ouverture de négociation, d'échange et donnez une fourchette. Parfait. Et demandez la grille aussi, parce que des fois, il y a une grille. Donc, même si vous donnez vos prétentions salariales, c'est juste pour comparer par rapport à notre grille. Donc, voilà. Merci. Mais ne vous laissez pas non plus partir dans des… Si on vous fait une proposition de salaire très bas, sincèrement, évitez d'être d'accord tout de suite, parce que je considère que le salaire est une première motivation. C'est très important. Tout à fait. Quand le salaire, c'est un minimum. Si on n'a pas un bon salaire et qu'on intègre un poste, on va toujours être mal dans sa peau. Exactement. Donc, il y a peut-être des secteurs qui ne vont pas répondre à cette demande ou à cette envie d'avoir un tel niveau de salaire. Dans ce cas-là, il faut l'éviter. Parfait. Merci, Mesdames. Hamza? C'est la question d'Orkia. Est-ce qu'il est utile d'ajouter nos certificats qu'on a obtenus à partir des formations en ligne? Asma? Moi, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il est utile de mettre sur le CV les certificats que l'étudiant il a réussi à avoir en ligne? C'est de l'auto-formation qu'il a fait sur une des plateformes qui existent en ligne. Est-ce que c'est judicieux de le mettre sur le CV ou non? Oui, si la formation est intéressante, ou si la formation dans le domaine de l'informatique, beaucoup d'informaticiens travaillent comme ça. Oui, mais si c'est pas, ça dépendra de la formation qu'il aurait effectuée. Si elle est importante ou pas, c'est à lui de savoir. Si elle n'est pas importante. Alors, comment qualifier, Asma, que c'est important? Est-ce que la formation, elle doit être en lien avec le parcours de l'étudiant? C'est ça? Oui, exactement, exactement. Si elle peut apporter un plus à son métier, à sa spécialité.
Parfait. En fait, là, on revient à la question de j'adapte mon CV au poste ou à l'entreprise. Tout ce que je peux mettre et qui va mettre en avant et donner une chance à ma candidature, je le mets. Tout ce qui n'est pas nécessaire, qui n'a rien à voir avec le poste ou l'entreprise pour laquelle je postule, ce n'est pas la peine de le mettre. C'est pour ça que, par exemple, vous avez trouvé un candidat, par exemple, qui cherche à travailler dans un cabinet de conseil. Bah, il va avoir un CV pour le cabinet du conseil. Quelqu'un qui veut travailler dans une multinationale, dans l'agroalimentaire, etc., il aura, c'est-à-dire adapter votre CV au poste et à l'entreprise. Et c'est ça ce qui va permettre de dire oui, je mets ce certificat ou pas. D'accord. Donc, formalisez autant de CV que vous voulez pour que quand vous allez postuler aux entreprises, choisissez le CV qui sera adapté, adéquat à l'entreprise que vous avez choisie. Hamza? Mademoiselle Iman Shakir pose une question concernant la quête du stage, surtout le PFE. Quelles sont les choses qui vont attirer le recruteur, mis à part le CV, soit sur LinkedIn ou n'importe quel outil? Donc, comment en fait mettre dans notre profit les réseaux sociaux pour pouvoir, pour qu'ils soient nos alliés en fait dans notre quête de stage. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à… Ça peut être une bonne formule. Oui. Ça peut être une bonne formule, sachant qu'il est difficile d'envoyer une demande de stage à une entreprise par voie normale, ou par téléphone ou autre. Donc, peut-être le réseau social pourra aider un petit peu. D'accord. Et que faut-il, à quelles erreurs il faudrait peut-être éviter sur nos profils réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, mais c'est surtout LinkedIn, hein, on va rester sur LinkedIn parce que c'est le plus professionnel. Et qu'il y a des erreurs à ne pas commettre? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention sur son profil? Alors, il y a, si vous permettez, alors des fois, moi par exemple, en tant que recruteur, j'essaie de rentrer en contact avec un profil qui m'intéresse, et bien je trouve qu'il bloque tout. Je peux ni voir le résumé, ni avoir accès à ses coordonnées, ni lui envoyer un mail, ni l'inviter, rien du tout. Faites attention à ça. Des fois, c'est juste quand vous avez paramétré, la personne a paramétré par erreur des choses qui n'aident pas les recruteurs à rentrer en contact avec elle. Donc, à partir de ce soir, allez-y, vérifiez votre compte, vérifiez si votre profil il est public ou pas. Peut-être en fait, LinkedIn, par exemple, il donne un certain niveau de sécurité ou d'accessibilité. Donc, les recruteurs, ils peuvent voir mon numéro de téléphone. Les non-recruteurs ne peuvent pas voir mon numéro de téléphone, etc. Vérifiez les profils et paramétrer en fonction de ce que vous voulez. Alors ça, d'une part. D'autre part, je fais attention à la photo. Alors, on trouve de tout, franchement. Il y en a qui sont dans des mariages, il y en a qui sont dans une fête. Ça n'encourage pas quand même le recruteur à rentrer en contact avec vous. Ça ne donne pas envie, tout court, pour vous le dire sincèrement. Il y a autre chose, c'est que en tant que candidat à la recherche d'un stage ou d'un premier poste, et il y a un certain nombre d'entreprises qui m'intéressent. Je dis n'importe quoi, je suis intéressée par Maroc Télécom, je suis intéressée par l'OCP, etc. Donc, je rentre dans le profil LinkedIn de ces entreprises-là qui m'intéressent, je les liste et je les suis. Il faut les suivre. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau poste qui est en ligne, qui est posté, j'ai accès, je peux postuler, je suis informée directement. J'essaie aussi de voir quels sont leurs canaux de diffusion d'annonces. Des fois, ce n'est pas que LinkedIn. Ça peut être le site de l'entreprise. Donc, vous restez sur LinkedIn et lui, il est en train de poster ailleurs. Donc, vraiment, vous ratez tout ce qu'il fait.
Donc, peut-être il est sur Recrute, peut-être il est sur un autre, avec un autre cabinet. J'essaie de voir quels sont les canaux, comme j'ai dit, de diffusion des annonces de cette entreprise. Alors, il y a autre chose, c'est que j'essaie de rentrer en contact avec les représentants RH ou métiers qui m'intéressent. Danone, par exemple, je regarde quel est leur responsable recrutement, je rentre en contact avec elle, une invitation, dès que la personne accepte, j'envoie mon CV avec une petite présentation. Voilà, ce genre de choses en fait à faire. Et des fois, il y a des entreprises où il faut aller sur leur site et créer un compte. Il faut le faire, allez-y, créez un compte, prenez le temps de le faire, d'attacher votre CV, d'attacher votre lettre de motivation, etc. Et le mot d'ordre, en fait, c'est maximiser votre chance. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Fatem Zahra. Ilham a une question sur le CV. Est-ce qu'on doit justifier nos soft skills en CV? Si oui, comment on peut intégrer cette justification correctement dans notre CV? Comme je l'avais dit, donc au niveau de l'accroche, déjà, c'est une bonne chose. Essayer d'introduire une compétence personnelle au niveau de l'accroche déjà, et aussi au niveau des formations ou des séminaires que vous avez effectués ou des stages. Qu'est-ce que vous avez pu développer en termes de communication, en termes d'esprit d'équipe? Donc, c'est ces choses-là qui vont faire la différence chez vous dans votre CV. Donc, introduire quelques compétences personnelles, mais qui vous concernent réellement. Et pas n'importe quoi. Parce que là, le jour de l'entretien, vous risquez peut-être de faire des bavures et de dire n'importe quoi. Donc, essayez de voir ces compétences personnelles, cherchez les compétences personnelles sur LinkedIn et mettez celles qui vous conviennent, qui vous correspondent, à votre profil. C'est très important. Même une suffit. Je préfère que vous mettiez une qui soit bonne plutôt que 5 mauvaises. Parfait. Parfait. Merci, Asma. La question de Mohamed, il a dit, par rapport au remplacement de chaque grande partie, en plus haut du CV, on met expérience professionnelle, formation professionnelle ou bien compétences. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Hamza? C'est pas clair. La question est claire. Il a une question concernant l'emplacement de chaque grande partie du CV. Il a dit la partie la plus haute du CV. Est-ce qu'on met l'expérience professionnelle, formation professionnelle ou bien compétences? D'accord. Alors, Asma, vous mettez expérience professionnelle et compétences professionnelles. Et bien sûr, en dessous, vous pouvez mettre les formations que vous avez déjà. Par exemple, votre diplôme, vous allez toujours l'avoir sur votre CV, c'est normal. Si vous avez rajouté d'autres diplômes, rajoutez-les. Ça va se faire au fur et à mesure. Mais c'est-à-dire, vous parlez du CV quand vous avez déjà acquis une expérience, n'est-ce pas? C'est ça. En parlant d'expérience. Asma, un CV idéal d'un étudiant sorti d'école qui va candidater pour des entreprises. Aujourd'hui, il mettrait dans le premier bloc quoi? Il va mettre plus en avant la formation. Formation, ses connaissances, voilà. Tout ce qu'il a appris tout au long de son cursus universitaire et à la fin, ses stages. Ça marche. Et après, il mettra comme deuxième bloc ses compétences. Oui, s'il a pu développer des compétences personnelles, par exemple en stage, il peut le mettre. D'accord. Alors, quand ce jeune diplômé, fraîchement diplômé, il a acquis une expérience, il travaille, il devient junior. Donc, à ce moment-là, on va lui demander de prioriser son expérience professionnelle. Voilà. En premier bloc et après la lier par la suite à ses formations, à ses certificats, à ses...
C'est ça? Oui, de toute façon, la présentation, je pourrais la partager avec les lauréats. Je pourrais l'adresser à Ahlam, elle pourra la distribuer. Et comme ça, donc, ils pourront suivre le cheminement de comment structurer un CV. Il n'y a pas de souci. Parfait, ok, super. Merci Asma. Hamza? Une question de Oumaima. Elle a dit à propos, une question à propos de ce qu'on doit écrire sur notre stage effectué. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il faut écrire concernant le stage sur le CV? Vous allez écrire toutes les tâches que vous avez effectuées, les missions que vous avez pu avoir, les projets dans lesquels vous avez travaillé. Exactement. D'accord. Et une question de Ayman. Il a dit, parlez-nous brièvement, s'il vous plaît, du contrat de travail et les erreurs à éviter. Contrat de travail, erreur à éviter. C'est-à-dire le contrat de travail que l'entreprise va vous proposer. Oui. Exactement. Les erreurs à éviter. Oui. Généralement, les contrats de travail en entreprise, c'est des contrats standards. Hein. Donc, si vous êtes dans une entreprise en bonne et due forme, il n'y a pas de souci par rapport au contrat, sauf si vraiment vous êtes dans un profil particulier où vous avez accès peut-être à des informations confidentielles ou vous risquez de ramener l'information, les secrets de l'entreprise chez les concurrents. Je trouve que c'est beaucoup plus par rapport à des profils seniors. Mais junior, il n'y a pas d'erreur par rapport au contrat. C'est-à-dire un contrat de travail, si on vous propose un CDI, il faut s'assurer que c'est un CDI. Si c'est un CDD, assurez-vous que c'est un CDD. C'est tout. Donc, je ne vois pas quelles sont les erreurs qui peuvent… D'accord. Il y a une question de Soumia et c'est la dernière question. Une question concernant les compétences linguistiques. Elle a dit, est-ce qu'on peut ajouter une langue qu'on est en train d'apprendre? C'est-à-dire qu'on est débutant. Et est-ce que ça va donner une valeur ajoutée? Ça dépendra du poste qu'on vous propose, auquel vous postulez. Si cette langue va servir, si vous allez travailler dans un domaine où les langues sont très importantes, pourquoi pas? Et si cette langue, elle est utile. Si elle n'est pas utile, ce n'est pas la peine. D'accord. Donc, comme j'ai dit, c'était la dernière question. Donc, merci au public pour leur feedback et merci à vous pour votre générosité de réponse. Et maintenant, je cède la parole à Ahlam. Merci à toi, Hamza. Merci aux étudiants. Donc, merci Hamza. Alors, je pense que nous avons atteint la fin de nos deux ateliers d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais m'adresser à Madame Ben Omar, Madame Khassi et Madame Riyad, mes sincères remerciements pour leur intervention enrichissante et instructive, soit en ce qui concerne les méthodologies correctes de la construction d'un CV, ou bien les détails dont on doit rendre compte lors de la rédaction, ou bien la posture de l'ingénieur et les conseils pour ne pas rater son entretien et donner la bonne impression au recruteur. Donc, les sujets d'aujourd'hui signifient une grande importance dans le chemin professionnel de l'élève ingénieur. Alors, je remercie ainsi les participants parmi nous aujourd'hui, même si on a atteint le nombre maximal de participants, avec 100 participants. Il y avait des étudiants qui n'auraient pas la chance d'atteindre parmi nous aujourd'hui. Je cède la parole à la présidente du Forum SM Entreprise dans sa 28e édition. Et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci Ahlam. Bonsoir à tout le monde. Merci à vous. Je pense qu'Ahlam a tout dit. C'était vraiment des formations très intéressantes au point que je me suis même pas rendu compte que le temps est fini. Merci beaucoup. En reconnaissant, c'était une formation très réussite. Je m'excuse pour les gens qui n'ont pas pu assister parce que la capacité maximale du Meet c'était à 100 personnes, mais c'est pas grave. Donc, merci beaucoup à nos chers et on espère bien qu'on aura d'autres formations et pourquoi pas d'autres ateliers ensemble. Merci beaucoup encore une fois.
Ce sera avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci, merci Rim, merci Ahlam, merci à NSM Alumni, merci à NSM Forum pour cette opportunité. Sachez qu'on est là, que l'association des coachs professionnels est là pour vous accompagner. Comme l'a dit Ahlam au départ, nous offrons des séances de coaching individuelles. Donc, pour les étudiants qui sont intéressés, inscrivez-vous, la prenez à tâche avec Ahlam pour que l'on puisse derrière nous organiser dans ce sens. Merci à tout le monde. Merci Asma Ariane. Au nom du cabinet. Merci Fatima Al-Khasafi. Et au plaisir de se retrouver tous ensemble, encore réunis, peut-être autour d'une autre thématique qui sera encore plus enrichissante que celle d'aujourd'hui. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Avec une nouvelle formation avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Au revoir.